Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Nathan Toiti, kiné du sport, et aujourd'hui je vais vous parler de la fracture la plus fréquente du poignet, la fracture du scaphoïde. C'est parti. Pour commencer, nous allons parler un petit peu d'anatomie. C'est quoi le scaphoïde? Eh bien le scaphoïde, c'est un os qui possède une forme de sablier et qui fait partie des os du carpe. Ces derniers sont organisés en deux rangées, une rangée proximale et une rangée distale. La rangée proximale est composée du scaphoïde, du lunatum, du triquetrum et du pisiforme. La rangée distale, quant à elle, est composée du trapézoïde, du capitatum ainsi que de l'amatum. Le scaphoïde s'articule avec le lunatum, le radius et également le trapèze. Le scaphoïde est entouré par 80% de cartilage, ce qui rend difficile son irrigation. Cette irrigation précaire du scaphoïde le rend donc particulièrement prédisposé aux non-unions secondaires et aux fractures. Mais en chiffres, ça donne quoi? Eh bien, comme évoqué en introduction, les fractures du scaphoïde sont les fractures du carpe les plus fréquentes et ont tendance à se produire chez des personnes jeunes et actives. Elles représentent 2 à 7% de toutes les fractures et 60 à 70% des fractures du carpe. Il n'est pas rare que les fractures du scaphoïde passent inaperçues à l'examen clinique et radiographique. Ces blessures peuvent être diagnostiquées à tort comme une simple entorse du poignet. Cette erreur de diagnostic peut entraîner une morbidité accrue pour le patient car les risques de non-union peuvent être élevés, 14 à 50% en cas de déplacement. En l'absence de traitement, l'arthrose, la déformation et l'instabilité se développent dans les 5 ans, ce qui peut entraîner un handicap important. Parlons étiologie. Comment se fracture-t-on le scaphoïde? Eh bien, les patients présentent généralement une douleur au poignet après une chute sur une main tendue. Une charge axiale du poignet en hyperextension forcée et en déviation radiale peut provoquer la fracture en venant heurter le bord dorsal du radius. Les sports de contact et les accidents de la route sont également des causes fréquentes de cette fracture. Maintenant, le diagnostic et l'évaluation. Que peut alerter le kinésithérapeute en cas d'une fracture du scaphoïde? Souvent, comme on le disait, le diagnostic est posé tardivement car la blessure passe inaperçue sur les radiographies simples. Les fractures du scaphoïde provoquent le plus souvent une douleur, une perte d'amplitude, de mouvement et un gonflement à la base du pouce dans la tabatière anatomique. Je pense qu'un petit rappel de ce qu'est la tabatière anatomique est le bienvenu. La tabatière anatomique est tout simplement une dépression triangulaire à la base du pouce. Elle est délimitée par le long extenseur du pouce ainsi que le court extenseur et le long abducteur du pouce. La sensibilité à la palpation se manifeste généralement à l'un des 3 endroits suivants. La proéminence palmaire distale au poignet pour les fractures du pôle distal, la tabatière anatomique pour les fractures du milieu du corps et le tubercule de Lister pour les fractures du pôle proximal. Y a-t-il un test à réaliser pour diagnostiquer ces fractures du scaphoïde? Eh bien oui, le test de compression du scaphoïde est un test sensible et consiste à placer l'index et le pouce de l'examinateur sur chaque pôle du scaphoïde et à le comprimer tout simplement. Cette manœuvre est susceptible de provoquer une douleur en présence d'une fracture. Une douleur dans la tabatière anatomique lors de la déviation ulnaire du poignet suggère également une fracture du scaphoïde. Bien entendu, des clichés radiographiques seront demandés pour confirmer ou non le diagnostic. Cependant, on estime que jusqu'à 25% des fractures du scaphoïde ne sont pas évidentes sur les radiographies initiales. Une suspicion clinique persistante après des radiographies répétées négatives vont justifier une imagerie par résonance magnétique, un IRM ou un scanner. L'IRM est le moyen le plus sensible de diagnostic et peut également identifier toute lésion ligamentaire associée ou tout œdème ou contusion osseuse. Une méta-analyse assez récente a estimé la sensibilité de l'IRM à 97,7% et sa spécificité à 99,8%. Bien que le scanner ait également une sensibilité et une spécificité élevées, les fractures dont le déplacement est inférieur à 1 mm peuvent passer inaperçues. À présent, parlons de traitement. Comment traiter ce type de fracture? Eh bien, les fractures qui ne sont pas déplacées et qui se situent dans le tiers distal de l'os
peuvent être traités de façon non chirurgicale par une immobilisation dans un plâtre. Une interrogation réside encore autour du type de plâtre à utiliser. Le débat persiste donc entre un plâtre à bras long ou court, ou s'il faut inclure un spica ou non, c'est une immobilisation du pouce. Cependant, il n'existe actuellement aucune preuve permettant d'affirmer qu'une option est meilleure que l'autre. L'immobilisation est généralement nécessaire pendant 6 semaines et des radiographies répétées sont prises à ce moment-là pour évaluer l'union. Le délai de consolidation varie en fonction de la localisation de la fracture. Le tiers distal devrait guérir en 6 à 8 semaines, le tiers moyen entre 8 et 12 semaines et pour le tiers proximal, on est entre 12 et 24 semaines. L'augmentation relative du temps de guérison lors du déplacement du tiers distal vers le tiers proximal est secondaire à l'apport sanguin tout simplement. Le traitement de kinésithérapie, en post-opératoire ou non, devra se focaliser sur la douleur et les amplitudes articulaires en priorité. En effet, lors de l'immobilisation, une raideur va s'installer ainsi qu'une diminution de la force. Des mobilisations et des étirements devront être mis en place précocement afin de récupérer une bonne mobilité. Également, du renforcement musculaire progressif devra être réalisé et une remise en charge sur des forces de compression comme des pompes, des exercices de poussée comme du développé militaire ou du développé couché sera nécessaire car cette zone du carpe est fortement sollicitée lors de la mise en compression du membre supérieur. Les indications pour un traitement chirurgical sont les suivantes. On va considérer qu'une intervention est nécessaire s'il y a un déplacement supérieur à 1 mm, s'il y a un angle interscaphoïdien supérieur à 35 degrés, ce qu'on appelle les déformations en dos d'âne, un angle radio-ulnaire de plus de 15 degrés, une dislocation périlunaire transscaphoïdienne, des fractures du pôle proximal, des fractures comminutives, des fractures du corps osseux non déplacées chez les personnes qui doivent reprendre rapidement le travail ou le sport dans le cas de sport de haut niveau, et bien évidemment s'il y a une non-union ou une nécrose avasculaire. Voilà pour cette vidéo sur la fracture du scaphoïde, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des retours à nous faire, si vous avez déjà eu une fracture du scaphoïde, quelle a été votre prise en charge ou sensation par exemple. Bien évidemment, cette vidéo ne remplace en aucun cas l'avis ou la visite d'un professionnel de santé. Si vous avez mal au poignet, il faut consulter. Sur ce, merci pour votre attention et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!